présenter. Donc, vous êtes gynécologue à l'hôpital Mère-Enfant aux Hospices civils de Lyon. Vous étiez déjà venu l'année dernière pour la journée de la santé qui portait sur le thème de l'endométriose et les règles abondantes. Et on avait senti dans les retours qu'on avait eus le besoin de proposer une autre conférence sur le sujet avec l'angle effectivement de la fertilité, parce qu'effectivement se pose cette question-là assez fréquemment chez des femmes qui souffrent d'endométriose. Alors justement, vous allez maintenant pouvoir nous en parler. Et donc, ma première question, est-ce qu'une femme est forcément infertile, voire stérile si elle souffre d'endométriose? Alors déjà, bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc il y a effectivement toujours une grosse question sur la fertilité quand le diagnostic d'endométriose est évoqué. Et donc voilà, c'est des questions qu'on voit souvent en consultation. Docteur, on m'a dit que j'avais de l'endométriose et donc voilà, je commence à me préparer à l'idée que j'aurai jamais d'enfant, que je vais passer par un parcours de PMA, toutes ces choses-là. Donc ça c'est très important et nous c'est un gros travail qu'on fait tout le temps en consultation. Alors déjà je dois dire quand même que je suis pas un spécialiste de la fertilité en tant que tel. Je travaille pas dans un service de PMA, de procréation médicalement assistée, mais voilà, 80% de mon activité clinique se fait au contact de patientes qui ont l'endométriose. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on a l'habitude de traiter. Et donc la première des choses à bien expliquer aux patientes, c'est que l'endométriose c'est quand même 10% de la population féminine en âge d'avoir des enfants. Et donc, heureusement, 10% de la population n'est pas concernée par les problèmes de fertilité, ça se saurait. Euh, Ce qui fausse un petit peu les chiffres et qui fausse aussi un petit peu notre perception à nous, les gynécologues et les médecins, des problèmes de fertilité dans l'endométriose, c'est qu'effectivement, dans un service de PMA, dans un service de médecine spécialisée pour aider les patientes infertiles à avoir des grossesses, il y a quand même 40% des patientes qui ont de l'endométriose. Mais ce n'est pas parce qu'il y a 40% des patientes qui consultent dans un service de PMA qui ont de l'endométriose que on pourrait dire l'inverse, que 40% des patientes qui ont l'endométriose vont avoir besoin de PMA. Heureusement, c'est beaucoup moins. Dans la population globale, c'est environ un couple sur 7 quand même qui consulte en PMA. Donc les patientes, quand on mixe un couple sur 7 et 10% de la population, il y a forcément déjà pas mal de patientes qui sont concernées, mais ça peut aussi être des problématiques liées à leur conjoint ou d'autres pathologies ou comme très souvent, des causes inconnues. Même dans l'endométriose, les raisons de l'infertilité, elles peuvent être très nombreuses, multiples, voilà, se toucher à différents niveaux. Et donc, vraiment, c'est très important que les patientes comprennent que la grande majorité des patientes qui ont de l'endométriose, qui souffrent d'endométriose, d'autant plus qu'elles sont vues tôt, prises en charge, médicalement le plus souvent, et puis parfois chirurgicalement, n'auront peu ou pas de problèmes de fertilité. Voilà, pour répondre. Et alors, dans le cas qui se présente, comment vous réagissez? Quelles sont les possibilités? Alors, donc, du coup, la question, c'est maintenant, bon, docteur, est-ce que j'avais des problèmes de fertilité? Non, pas forcément. Et puis, bon, finalement, il se trouve que les années ont passé, la patiente revient, et cette fois-ci, ça fait 1 an qu'elle essaye d'avoir une grossesse avec son conjoint, et elle n'y arrive pas. Donc déjà, il faut se poser la question, quelles peuvent être les causes dans l'endométriose qui aboutissent à des problèmes de fertilité? Et là, il y en a beaucoup. C'est ça qui rend les choses complexes, c'est que du coup, elles peuvent se cumuler. Et on peut regarder dans toute la reproduction, les différents organes qui sont impliqués, ils peuvent tous être impactés par l'endométriose. Le premier organe le plus petit, le plus fragile qui va être abîmé dans les problèmes de fertilité, c'est les trompes. Les trompes qui relient l'ovaire à l'utérus, qui transportent l'ovocyte et qui assurent aussi la rencontre entre l'ovocyte et le spermatozoïde. Si ce tout petit canal qui est actif et qui doit faire déjà se rencontrer les deux gamètes et puis ensuite transporter l'œuf jusqu'à l'utérus, si cet organe-là est perturbé dans son fonctionnement, tout de suite, il y a des problèmes de fertilité. Donc il peut y avoir des lésions d'endométriose qui viennent se mettre directement dessus, et puis l'endométriose, ça fait beaucoup d'adhérence, et ces adhérences, elles peuvent tordre un petit peu les trompes et rendre son trajet sinueux et rendre ça difficile. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut vérifier aussi. Ça, on le voit facilement sur des examens d'imagerie où on fait comme une radio, où on met un petit liquide dans les trompes à base d'iode qui fait qu'on voit les trompes. Et si jamais le liquide passe dans les trompes, c'est qu'a priori, en tout cas, elles ne sont pas impactées. Les deuxièmes organes très importants, c'est les ovaires. Et c'est vrai que dans les 3 atteintes d'endométriose qui sont décrites, il y a l'endométriose superficielle, l'endométriose profonde, celle qui est responsable des cas les plus complexes, qui sont souvent représentatifs, mais qui sont heureusement pas forcément les plus fréquents, et puis l'endométriose ovarienne, qui est quand même assez fréquente, et qui fait des gros kystes au contenu sanglant dans l'ovaire,
et qui vont, au fil du temps, amenuisir la réserve ovarienne des patientes. En fait, leurs ovocytes, en fait, ils sont fabriqués à la naissance et puis elles les ont pour toute leur vie. Et chaque fois qu'il va y avoir une agression, et puis le temps faisant, forcément la réserve diminue, mais chaque agression sur l'ovaire diminue cette réserve. Et l'endométriose peut faire des agressions sur ces ovaires et accélérer la diminution de la réserve ovarienne. Après, il y a encore d'autres éléments, les atteintes sur l'utérus, donc de l'endométriose. Donc endométriose, il faut peut-être définir un petit peu ce que c'est. Je ne sais pas, là on prend un peu le sujet juste après la neurologie, on n'était pas trop dedans, mais l'endométriose, c'est quoi? C'est quand l'endomètre qui fait les règles, donc qui sert à accueillir la grossesse, encore une fois que ça a été envoyé par l'ovaire et via les trompes, et que la grossesse puisse se fixer sur cet endomètre. Donc tous les mois, il y a un endomètre qui se fabrique, qui est là pour accueillir un bébé, et puis tous les mois, si jamais il n'y a pas de grossesse, les règles se font et l'endomètre est éliminé. Cet endomètre, s'il est éliminé par le col et le vagin, il ne pose pas de problème, mais dans certains cas, il va être éliminé plutôt par les trompes, et ça c'est assez fréquent, il va se retrouver cette fois dans le ventre, et on ne sait pas pourquoi, chez 10% des femmes, il va se refixer dans la cavité péritonéale, dans le ventre, et du coup fabriquer de nouveau des règles tous les mois au niveau du ventre. Et ces règles-là, elles n'ont rien à faire là, elles font de l'inflammation, elles font de la douleur, elles font des réactions inflammatoires avec des globules blancs qui viennent, qui détruisent ces globules rouges et qui créent des petites cicatrices. Ces cicatrices, elles se cumulent, et au sein de cette cicatrice, il se remet à saigner le mois d'après, et ainsi de suite, et puis ça crée des adhérences comme ça. Et donc il peut y avoir ces cicatrices-là sur l'utérus en lui-même, ça peut l'impacter, et puis parfois l'endométriose, elle se fait au sein même de l'utérus, elle traverse la paroi de l'utérus, ça s'appelle l'adénomiose, donc c'est un peu un cousin de l'endométriose, c'est parfois associé, parfois des pathologies différentes, et ça aussi c'est une cause importante d'infertilité. Et enfin, le mécanisme un peu le moins bien compris, il y a probablement un effet direct inflammatoire de l'endométriose qui fait qu'il y a des petites hormones, si vous voulez, des cytokines inflammatoires qui se mettent dans le liquide du ventre et qui viennent irriter le fonctionnement de l'ovaire, de la trompe, de l'utérus, et peut-être même agresser directement l'embryon. Et ça, ce qui fait que quand il y a une lésion existante en place, ça aussi c'est un facteur. Donc tous ces éléments-là font l'infertilité, donc on les cherche, si on les trouve, on peut les traiter. Forcément, quand vous avez de l'adénomiose, on ne peut pas traiter les petites lésions microscopiques de l'utérus sans l'abîmer, donc on est obligé de... c'est souvent dans ces cas-là qu'on va aider les patientes. Et donc la grosse question, le gros débat quand on suit une patiente qui a de l'endométriose, c'est on doit la traiter. La traiter, souvent, c'est bloquer ses règles, puisque s'il n'y a pas de règles qui se font au niveau de l'utérus, il n'y a pas de règles qui se font dans les lésions, vous commencez à me suivre. Et s'il n'y a pas de règles qui se font dans les lésions, elles ne grossissent pas, voire elles diminuent de taille, et peut-être même elles régressent de taille avec le temps, et en tout cas elles font moins mal. Donc ça c'est le traitement, mais ce traitement-là, comme c'est des hormonothérapies, comme elles bloquent les règles, comme elles bloquent la fabrication de l'endomètre, elles bloquent la possibilité d'avoir des grossesses. Donc quand on veut une grossesse, soit on a eu un traitement pendant longtemps, les lésions étaient affaissées, amenuisées, elles sont toutes petites, et les patientes peuvent reprendre des cycles qui se passent plutôt pas mal et ça fonctionne. Par contre, si jamais les règles sont très douloureuses, les lésions sont toujours présentes, il faut trouver d'autres solutions. Et là, le grand débat, c'est une patiente qui vient avec des lésions en place, est-ce qu'il faut l'opérer tout de suite ou est-ce qu'il faut lui proposer une aide médicale à la procréation? Et ça, c'est un vrai débat, on n'a pas vraiment la réponse. Il y a une étude nationale en cours là-dessus qui s'appelle EndoFert, où on prend des patientes qui sont volontaires, on leur dit écoutez, on ne sait pas ce qu'il faut faire, s'il faut vous opérer de votre lésion digestive par exemple, ou vous proposer la PMA, et donc on vous propose une randomisation, on vous propose de vous assigner à l'un ou à l'autre des deux bras, et on leur dit si ça tombe sur pile, vous allez avoir la chirurgie, puis on essaiera de vous laisser retomber enceinte. Si ça tombe sur face, on vous enverra en PMA. C'est quand même assez difficile à vivre pour les patientes. Donc cet essai-là, il végète un peu, et du coup, on aura du mal à avoir vraiment la réponse. Donc on a des séries rétrospectives qui montrent que la chirurgie augmente un petit peu les chances de grossesse, montre quand même que la PMA marche pas mal quand on y va directement. Donc aujourd'hui, on a une stratégie un peu intermédiaire. La France autorise 4 FIV, 4 séquences de FIV remboursées à 100%. Et donc en général, on en fait une ou deux d'emblée. Puis si ça marche pas, si ça fait trop mal, si la patiente a l'impression que c'est pas possible de continuer, c'est à ce moment-là qu'on lui propose plutôt une chirurgie complète qui va enlever tous ces facteurs d'inflammation, essayer de restaurer la fertilité. Si c'est possible, s'il y a au moins une trompe de perméable, on lui propose de tomber enceinte spontanément de nouveau pendant un petit moment. Et puis, dans l'autre cas, où si ça dure un petit peu, on lui propose la FIV. Voilà, c'est vraiment les grands sujets de réflexion. Et parfois, ça prend du temps, et parfois, c'est complexe. Et le choix se fait patiente par patiente en fonction de Oui, ce parce qu'elle qu'entre fait. choisir la chirurgie ou la PMA,
c'est pas simple au niveau de la réflexion. Il y a un accompagnement qui est proposé Alors ça, pour c'est une ça? bonne question aussi. Alors, déjà, c'est pas simple, et puis ça dépend beaucoup des conceptions de la patiente. Il y a des patientes qui disent, bah, moi, la PMA, j'en veux pas. On prend par exemple l'exemple d'une patiente qui aurait déjà 2 enfants, et puis qui a découvert son endométriose par la suite. Ça fait son dernier à peut-être 8 ou 9 ans, et puis elle se dit, ah bah tiens, on pourrait peut-être avoir un troisième enfant. Celle-là, c'est sûr que quand vous lui dites, il va falloir passer par la PMA et tout ce que ça implique, souvent elle dit, oh, bah, moi, bon, éventuellement une chirurgie pour tenter une grossesse spontanée, mais s'il faut se lancer à la PMA, je suis pas très motivé. À l'inverse, on a des patientes un peu plus âgées, ça fait déjà des années qu'elles cherchent à obtenir une grossesse, et elles, ce qu'elles veulent, c'est le chiffre le plus élevé pour les chances de grossesse, et il n'y a que ça qui compte. Ça, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile, et bien sûr que dès qu'on enclenche un petit peu le système de la PMA, il y a une prise en charge psychologique qui est souvent présente parce que c'est très lourd pour les couples. On est sur un couple qui est déjà fragilisé par la difficulté d'obtenir une grossesse, et on va en plus le mettre dans un contexte de truc qui prend du temps, qui n'est pas facile à vivre, énormément d'examens pour les patientes. Voilà, le côté de séparer du couple la création d'une grossesse, c'est des choses qui sont dures à vivre. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait facilement. Et puis après, dans la prise en charge globale de l'endométriose, on essaye un petit peu d'être plus performant sur la prise en charge multidisciplinaire. Au début, on était des gynécologues un peu tout seuls, on était des chirurgiens, donc on a été très très orienté sur la chirurgie dès le départ. On comprenait un peu rien aux traitements médicaux, faut être honnête. Puis avec le temps, on a appris à gérer les traitements médicaux. On a appris dans certains services, et c'est le cas du nôtre, à faire des échographies nous-mêmes. Et puis, on se rend compte que ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir gérer la douleur. Donc, c'est un métier en plus. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on ne peut plus tout faire tout seul. Et donc, on crée des équipes comme ça, multidisciplinaires. Et nous, c'est ce qu'on est en train un peu de créer à l'hôpital Femme-Mère-Enfant. Mais en fait, dans les 3 services des HCL, en fait, on met en place ce qu'on appelle un HDJ, l'hôpital de jour, sur lequel les patients vont pouvoir postuler et puis venir pour avoir sur une seule journée plusieurs rendez-vous qui vont être adapté un petit peu à sa demande. Par exemple, pour la patiente dont on est un peu en train de faire le portrait, elle viendrait voir son gynécologue un peu plus médical, ensuite elle aurait peut-être une échographie, ensuite elle verrait probablement le médecin spécialiste de la fertilité, et puis elle en profiterait peut-être pour voir un psychologue, pour qu'elle fasse un petit peu le point sur où est-ce qu'elle en est avec sa pathologie, son projet de grossesse et tout ça. Et puis peut-être, si elle a des problèmes digestifs, elle verrait un diététicien. Si elle a des problèmes musculaires, de tension, elle verrait peut-être un kinésithérapeute. Et puis, bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà Voilà. pas mal, quoi. On en est un petit peu là, mais voilà, après, on pourra toujours ajouter des intervenants supplémentaires. Il y a une infirmière de coordination qui s'occupe un petit peu de gérer tout ça. Donc, c'est un petit peu vers ça qu'on va, quoi. Donc ça, c'est en train de se mettre en place dans les 3 établissements que vous avez Ouais, cités. c'est tout frais, là. Le projet est écrit, et puis le top départ est pour la 2e semaine de novembre sur les trois centres. C'est quelque chose d'assez novateur. Ça se fait ponctuellement à quelques. Voilà, il y a un centre lillois, dans un centre privé qui est celui du professeur Pierre Collinet, qui a mis ça en place, mais c'est souvent très orienté vers la chirurgie. La patiente vient, elle a l'indication chirurgicale, elle va rencontrer le chirurgien digestif, le gynécologue, l'anesthésiste, peut-être refaire une imagerie, et puis ensuite on va programmer la chirurgie. Mais là, on essaye, nous, de faire des parcours différents avec un parcours préopératoire pour certaines patientes, mais aussi un parcours de fertilité et un parcours plus soins de support avec justement plutôt Mhm. kiné, diète et psychologue. Si vous y avez fait allusion tout à l'heure, c'est vrai que cette maladie, elle a été quand même souvent, enfin pendant très longtemps, je dirais, en tout cas mal connue, voire méprisée peut-être par certains médecins. Méprisée, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas pas sous-estimé, en tout cas par une partie de la médecine. Aujourd'hui, on a vraiment ça y est, les médecins se réveillent, les médecins, les chercheurs. Il était temps, effectivement, quand même, parce que c'est quand même effectivement beaucoup de souffrance pour les femmes qui en sont victimes. Oui, je pense qu'il faut, enfin, faut pas se voiler la face, hein. Il y a un vrai sujet de sexisme sur cette pathologie qui touche que des femmes. Et puis même au sein même de la population féminine, comme toutes les femmes ont des règles, et que c'est quand même jamais quelque chose de très agréable, il y a un jugement de valeur aussi qui est probablement médié par cette culture patriarcale, de dire, bon, bah, moi je m'en suis sorti, pourquoi toi il faudrait que tu te plaignes plus que les autres, et ça, ça a vraiment beaucoup touché ce sujet. Enfin, c'est quelque chose qui est intimement lié avec l'hystérie historique, hein, hystérie, utérus. Donc les règles, voilà, celles qui sont hystériques, c'est celles qui ont les règles qui leur font plus mal que les autres.
Donc il y a tout ce passé-là Qui est encore un qui peu est encore ancré. présent et enfin, voilà, les choses qui changent actuellement et ça en fait partie. C'est vrai que jusqu'il y a peu de temps, je pense que 95% de l'argent de la recherche inondait la recherche sur le cancer. Alors c'est très important et personne ne niera que c'est utile, mais les cancers, c'est seulement par exemple 10% des enfants, peut-être. Enfin, 10% des cancers seulement probablement touchent les enfants, et puis une très infime partie touche les adultes jeunes. Et cette population de femmes, c'est 10% de la population dont la vie est gâchée. Et en termes d'années de vie gâchées, c'est parfois plus quand même que le cancer qui va quand même plus souvent toucher des personnes âgées. Donc c'est vrai que la réflexion n'était pas forcément poussée jusque-là. Et aujourd'hui, on a la chance, mais grâce à MeToo, grâce au mouvement féministe en général, eh ben, il y a un côté un petit peu militant de faire reconnaître cette pathologie qui quand même touche beaucoup de monde et qui est une forme d'injustice aussi, quoi. C'est sûr que voilà, beaucoup d'associations de patientes ont tendance à dire si c'était 10% des hommes qui étaient touchés par une pathologie, ça ferait longtemps que ça serait premier sujet de Il y a des recherche choses, dans le effectivement. monde, quoi. Juste un mot sur la recherche, justement l'état de la recherche dans l'endométriose de façon globale. Il y a quelques lueurs d'espoir dans les années à venir. Alors sur la recherche, bon, il y a plusieurs axes. Il y a des axes de recherche sur la compréhension de la maladie et sur le diagnostic. Sur la compréhension de la maladie, enfin, là, il y a un très gros projet de recherche européen auquel on se rejoint, enfin, qui regroupe énormément de centres français, mais également italiens et de tas d'autres pays du monde, qui s'appelle McEnroe, et dont le but c'est de débloquer plusieurs millions d'euros pour étudier les mécanismes qui amènent à l'endométriose, parce qu'on ne sait pas si c'est génétique, si c'est des expositions à certains produits, si c'est le hasard. Et donc, dans cette énorme étude, il y aura par exemple un certain nombre de patientes, enfin, dont les parents seront d'accord, et qui seront suivies de leur naissance jusqu'à 18 ou 20 ans, pour savoir à quoi elles sont exposées, qu'est-ce qu'elles ressentent, est-ce qu'elles ont des règles douloureuses ou pas, en fonction de là où elles habitent et de tout ça. Il y aura des cohortes rétrospectives très importantes dans lesquelles on ira voir où les patientes ont vécu, qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles ont travaillé, et toutes les personnes autour d'eux pour essayer de comprendre un petit peu à quoi elles ont été exposées. Il y aura pas mal de sujets à qui on va proposer de faire des prises de sang pour chercher dans leur corps, dans leur sang, dans leurs cheveux des polluants. Donc ça, c'est un gros projet en cours. Sur le côté diagnostic, pour essayer de trouver de nouvelles méthodes diagnostiques, nous on a beaucoup développé l'échographie diagnostique, mais il y a aussi aujourd'hui l'aide de l'intelligence artificielle, et notamment, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du test salivaire, auquel voilà, les HCL participent au développement, et qui est quelque chose d'assez intéressant, même si encore une fois il ouvre des portes, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on regarde. En fait, on prend un peu de salive, on regarde des micro-ARN à l'intérieur, on en prend une centaine, et puis on se dit, en fait, selon comment il est réparti, on demande à un ordinateur de nous dire, si je te dis, voilà ce qu'elle a dans sa salive, voilà ce qu'elle a de l'endométriose, oui ou non, et ben toi, tu vas apprendre au fur et à mesure à me dire, celle-là, elle en a, celle-là, elle en a pas, celle-là, elle en a, celle-là, elle en a pas. Et en fait, il se retrouve à être assez bon, même si on ne sait pas vraiment pourquoi. Et il trouve des choses qui sont presque voisins de ce que fait la chirurgie pour diagnostiquer l'endométriose. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, il y a pour le traitement. Et sur le traitement de l'endométriose, il y a toujours la part médicamenteuse. Là, on cherche toujours des médicaments pour essayer de trouver une alternative aux hormones. Alors aujourd'hui, on développe plutôt de nouvelles hormones. Il y en a une qu'on attend toujours, c'est ce qu'on appelle les antagonistes de la LHRH. C'est le cousin de la piqûre qui fait la ménopause artificielle, mais qui se prend en comprimé avec un effet on-off un peu plus rapide, et qui se prend aussi avec un peu d'œstrogène pour prévenir les risques d'ostéoporose et de complications à long terme. Donc celui-là, on l'attend, mais c'est plutôt pour les patientes qui ont vraiment un peu tout essayé, parce que ça reste quand même une grosse hormonothérapie. Et puis, voilà, on cherche les traitements qui seraient un vaccin contre l'endométriose, peut-être des traitements bactériens, parce qu'on sait que dans la flore intestinale, il y a peut-être des bactéries qui sont plus associées à l'endométriose. Alors, est-ce que c'est la cause, là, c'est la conséquence? Il y a des nouveaux projets de recherche là-dessus. Et puis, sur le traitement chirurgical, la mode, c'est d'essayer de diminuer l'invasivité des traitements. Donc au départ, c'était la laparotomie, ensuite ça a été la célioscopie, ensuite on développe de plus en plus le robot qui nous permet d'avoir des taux de conversion en laparotomie qui sont de plus en plus faibles, voire quasiment nuls, et de pouvoir faire des gestes de plus en plus techniques. Donc ça, c'est pour le côté chirurgical. Et puis aussi après d'essayer de carrément faire pas de cicatrice,
avec nous, ce qu'on développe, en particulier dans notre service, surtout quand j'étais à la Croix-Rousse, mais c'était vraiment mon sujet de recherche principal, c'est les ultrasons, donc comme l'échographie, mais thérapeutiques. Donc au lieu d'avoir un spectre d'ultrasons qui est droit et qui fonctionne sur le principe de l'écho pour avoir un signal qui nous revient sur les structures à l'intérieur, en fait, on va focaliser, avec une loupe, les rayons du soleil, les rayons ultrasonores. On augmente énormément la puissance et en fait, au point où tous les ultrasons se rejoignent, il y a une énorme énergie qui est apportée, une augmentation de température et on peut détruire en profondeur comme ça les lésions. Et nous, on traite les lésions d'endométriose rectale, surtout quand elles sont très basses, qui sont les chirurgies les plus handicapantes qui existent et qui posent le plus de complications à court et à long terme. Et on essaie de les remplacer par un traitement. Donc là, on en a traité encore 2 hier dans une étude randomisée, là, comme tout à l'heure. Les patientes, les chirurgiens ne savent pas si la machine fonctionne ou pas. Et aujourd'hui, on a traité 40 plus 60, 120 patientes déjà avec cette technique. Et on a des résultats qui sont très, très prometteurs et surtout 0 complication, aucune fistule, aucune reprise chirurgicale, aucune complication à long terme. Donc c'est vraiment une transformation majeure pour ces patientes. Que vous avez vous-même et mis au qu'on point. a nous-mêmes mis au point et qu'on développe et qui est une première mondiale faite à Lyon. Donc je pense qu'on a une équipe on est des équipes parce que dans les 3 centres des HCL, il y a une équipe qui réfléchit sur l'endométriose, souvent ensemble. D'ailleurs, on est en train de mettre en commun nos motivations et nos moyens pour la recherche, donc avec ce qui sera probablement quelque chose comme l'Institut de la recherche sur l'endométriose aux HCL. Et voilà, tout ça est en train de prendre forme. Et donc, c'est assez intéressant. C'est plutôt encourageant. Merci beaucoup. Alors, restez avec nous. Je voudrais savoir si vous avez des questions dans la salle, certainement. Sur la fertilité ou l'endométriose ou la recherche. Oui, je voulais savoir si le taux de patientes impactées par l'endométriose était le même sur les 5 continents. C'est une bonne question et en vrai on ne sait pas exactement parce que les études sur la prévalence elles sont surtout faites dans les pays occidentaux pour l'instant, mais c'est probablement, en tout cas c'est une pathologie qu'on retrouve sur tous les continents, ça c'est sûr, et qui touche quand même un nombre conséquent de patientes sur tous les continents. On a une impression que ça augmente, mais on ne sait pas bien si c'est en lien avec le fait qu'on le diagnostique mieux ou si c'est le fait que c'est vraiment une augmentation de l'exposition à des perturbateurs endocriniens. C'est probablement un peu les deux. Et oui, c'est vraiment une pathologie qu'on retrouve sur tous les continents. Et puis c'est vrai que, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous raconter, sur ce point de l'ensemble des patientes qui est touché et du fait qu'on a l'impression que ça augmente, il y a aussi un élément qui est aussi intéressant, c'est le fait que les femmes ont aujourd'hui quand même beaucoup plus de cycles spontanés qu'elles n'en avaient avant. Parce que avant, l'endométriose, peut-être que ça concernait moins de femmes, étant donné que elles avaient leurs premières règles assez jeunes, probablement assez rapidement elles étaient enceintes, elles allaitaient beaucoup, elles avaient beaucoup de grossesses, puis pour des raisons de carence alimentaire et de vieillissement prématuré qui était celui de toute l'Europe et du monde entier, les femmes finalement dans leur vie elles se retrouvaient ménopausées probablement autour de 40 ans et elles n'avaient pas beaucoup de cycles comme aujourd'hui. Ensuite il y a eu l'apparition de la contraception hormonale, qui a été une véritable révolution avec une chute de la natalité, mais pas beaucoup de cycles spontanés, de nouveau, puisqu'il y avait une pilule qui bloquait un peu les règles, même si c'est artificiellement, il y a des règles quand même qui se font avec les pilules. Et puis ensuite, maintenant, il y a quand même une deuxième révolution, c'est les patientes qui veulent pas d'enfants, mais elles veulent pas d'hormones non plus. Et donc, ça fait des femmes qui ont des règles sur toute leur vie quasiment, à part peut-être une grossesse et un petit peu d'allaitement avant de repartir travailler à 3 mois. Et ça fait quand même une exposition aux règles qui est plus importante que ça n'a jamais été le cas dans l'histoire de l'humanité. Donc ça peut aussi un peu jouer. Merci. Merci. Autre question. Quand les femmes choisissent la PMA, elles sont obligées parfois de passer quand même par la chirurgie. S'il y a de l'endométriose... Mettez votre micro, s'il vous plaît. Enfin, oui, la PMA ne peut pas toujours se faire sans chirurgie.
Alors dans PMA, il faut voir ce qu'on met dedans. Dans la PMA, il y a simplement parfois juste faire un petit bilan, remettre un petit peu de vitamines par-ci et puis un petit peu d'hormones pour aider les grossesses à bien tenir et tout ça. Ça, c'est vraiment ce qu'on appellerait la préservation de pas vraiment la préservation de la fertilité, ça s'adresse à autre chose, mais c'est la restauration de la fertilité, par exemple. Et ensuite, il y a le tout premier acte médical, c'est les inséminations. Voilà, le sperme du conjoint, il va être injecté directement au niveau de l'utérus pour un peu concentrer les spermatozoïdes. C'est la première des choses. Et puis ensuite, assez rapidement, on en arrive à la FIV, la fécondation in vitro, qui peut même être une ICSI quand on injecte le spermatozoïde directement dans l'ovule. Et ça, en fait, il y a des études assez poussées en PMA qui montrent que quand il s'agit d'endométriose, les inséminations, c'est pas très rentable et c'est même plutôt une perte de temps. Le temps, c'est beaucoup de fertilité perdue aussi. Donc, on va directement à la FIV. Et la FIV, elle peut être tentée, peu importe la situation de la patiente. Alors, c'est pas forcément vrai quand elle n'a plus de réserve ovarienne. C'est-à-dire que si ses ovaires ne fonctionnent plus, soit liés à l'âge, soit parce qu'ils ont été détruits par parfois l'endométriose et parfois la chirurgie, parce que ça se combine aussi, là, il n'y a plus de solution avec ses propres ovocytes. Donc là, il faut envisager un don d'ovocytes. Donc c'est tout de suite un petit peu plus. Mais en tout cas, à partir du moment où il y a un utérus, on peut toujours tenter la FIV. Et la chirurgie, elle améliore assez peu finalement la réussite de la FIV. Et c'est vraiment ce débat que je vous dis, c'est si elle l'améliore, c'est via des paramètres qu'on ne comprend pas toujours bien avec cette histoire d'inflammation liée aux lésions. Et il y a beaucoup d'équipes chirurgicales notamment qui croient beaucoup en l'idée que opérer, ça améliore la fertilité, mais même la fertilité spontanée. Donc non, on n'est pas obligé d'opérer avant d'aller en FIV. Il y a des petites chirurgies de fertilité qui vont pour le diagnostic, pour essayer d'améliorer les grossesses spontanées. Mais pour aller à la FIV, il n'y a pas besoin de chirurgie. Donc souvent, chez les patientes, d'autant plus qu'elles sont un peu âgées, d'autant plus que ça fait longtemps qu'elles attendent, et d'autant plus qu'elles ont beaucoup d'endométriose, on leur propose assez facilement, en tout cas toujours aujourd'hui en 2023, la FIV d'emblée comme gold standard. Et ça me permet du coup de rebondir sur quelque chose que je n'ai pas dit, sur le troisième vraiment élément de la fertilité de l'endométriose aujourd'hui, c'est cette histoire de préservation de fertilité. Alors, je pense que peut-être vous avez déjà entendu parler de cette histoire de la préservation de la fertilité, qui est le fait de commencer une FIV toute seule, quand on est une femme, de stimuler les ovaires pour non pas recueillir un ovule comme ça se fait tous les mois, mais d'en recueillir 10, 15, parfois 20. Et au lieu de les mettre en culture avec un spermatozoïde pour faire un embryon, eh ben, on va les congeler directement. Et dire à la patiente, si à un moment donné vous avez trop attendu pour tomber enceinte spontanément, que vous essayez, que ça ne marche pas, qu'on essaye de faire une FIV et qu'on se rend compte que vous n'avez plus assez de réserve ovarienne, donc il y a 3 si là-dedans quand même, 2 si au moins, il faut que vous attendiez trop, il faut que vous ayez besoin d'une FIV, il faut qu'on la fasse, il faut qu'elle ne marche pas. Et si on fait ça, au lieu de faire un don d'ovocytes, vous serez votre propre donneuse, parce que vous aurez déjà vos ovocytes de congelés. Et ça, c'est autorisé maintenant de manière sociétale, c'est-à-dire que la France prend ça en charge. En tout cas, les frais qui sont liés à la préservation sont pris en charge. Les patientes payent simplement chaque année un forfait de l'ordre de 40 € pour continuer à garder leurs ovocytes. Et ensuite, ça c'est l'élément vraiment très très intéressant, parce que dans l'endométriose, il y a une indication médicale, c'est-à-dire que c'est les médecins qui vont le proposer, et puis c'est un petit peu accéléré, ce qui permet qu'elle passe un petit peu devant les autres. Et c'est vrai que c'est particulièrement indiqué chez les patientes qui ont de l'endométriose, une atteinte ovarienne, unie ou bilatérale, surtout si elles ont été opérées, et surtout si on voit qu'elles arrivent à 30, 32, 33 ans et qu'elles n'ont pas encore de projet de grossesse actuel. Ça évite ce qui a longtemps été fait et qui était quand même assez problématique, de dire aux patientes, dépêchez-vous de tomber enceinte, prenez le premier venu. Et, voilà. Mais c'est des choses qui se sont dites. On a dit à des patientes de 25 ans, franchement, votre fertilité, c'est mal barré, vous avez 1 ou 2 ans pour tomber enceinte, sinon ça ne sera jamais le cas, quoi. C'est logique. Ouais. Vous les opérez, donc il faut vite qu'elles se dépêchent d'être enceintes. Eh bien, c'est pas logique, en fait. Voilà. C'est pas logique, parce que ça repart pas si elles sont bien soignées. Mais ça, il y a eu des logiques comme ça de chirurgien. C'est une logique de chirurgien. Je vous opère, je vous guéris, je vous sauve. Dépêchez-vous de profiter de ce que j'ai fait, et sinon, il va falloir que je recommence. En fait, c'est pas ça. Il faut vraiment les traiter. Il ne faut pas qu'elles aient de règles. Les traiter avec la pilule. Oui, bloquer les règles. Si on bloque les règles, si ça fonctionne, pour les mécanismes que je vous ai expliqués, il n'y a pas de raison que ça revienne. Alors, ça peut arriver. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'autrefois, c'est ce qu'on disait. Moi, j'ai des amis médecins.
une copine médecin, on sait ce qu'on lui a dit en tant que médecin. Ouais, dépêchez-vous de tomber enceinte. Mais ça, c'est un drame pour une jeune fille de 20 ans. Vous imaginez? Enfin, quand on voit aujourd'hui les jeunes filles, enfin, moi, ma nièce qui vient de partir en Angleterre à 18 ans, enfin, elle n'est pas du tout prête à avoir des enfants. Et si on lui avait trouvé l'endométriose la semaine dernière, ça n'aurait pas changé son projet de vie, quoi. Ouais, ouais. Autre question? Y a-t-il une corrélation entre l'endométriose et la nourriture? Alors, c'est aussi une bonne question. À ce jour, il n'a pas été retrouvé d'aliments qui favorisent l'apparition de l'endométriose. Il existe des aliments qui sont probablement néfastes dans l'endométriose, c'est ceux qu'on appelle les phytoœstrogènes. Le premier phytoœstrogène du monde, c'est le soja. Le soja, c'est plein d'œstrogènes, donc c'est bien pour quand on a la ménopause et un peu de bouffée de chaleur, mais c'est pas très bien quand on a de l'endométriose parce que ça vient un petit peu perturber l'équilibre hormonal et l'œstrogène, c'est plutôt l'hormone qui stimule l'endomètre. Donc il y a un petit peu ça, mais on peut pas vraiment. Il n'y a pas plus, par exemple, pour revenir à votre question, plus d'endométriose en Asie où ils mangent plus de soja qu'en France, par exemple. Donc c'est pas un lien direct. Par contre, le lien, et c'est pour ça que j'ai parlé de diététique tout à l'heure, entre endométriose et alimentation est très important dans deux choses importantes. La première, c'est que la pilule, ça a un effet quand même sur l'alimentation. Et que on dit souvent la pilule ça fait prendre du poids. C'est pas forcément vrai parce qu'il y a un type qui s'appelait Avogadro, je crois, qui a dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais que on peut pas fabriquer de la graisse avec de l'air, quoi. Donc pour fabriquer de la graisse, il faut apporter plus de graisse, plus de calories que ce qu'on consomme, et ça veut dire manger trop ou pas consommer assez par l'activité physique. Mais ça, en tout cas, les diététiciens, ils peuvent aider à ce que l'introduction d'un traitement hormonal ne soit pas associée à une augmentation de la prise alimentaire pour deux raisons. D'abord, peut-être parce que les œstrogènes stimulent un petit peu l'alimentation. Et ensuite, de manière très simple, c'est que des patientes qui ont mal 7 jours par mois et qui sont prostrées dans leur lit, elles ne mangent pas beaucoup. Et que les 3 semaines qui restent, elles compensent. Et que quand on transforme la semaine où elles ne mangeaient pas en les 3 semaines de d'habitude, il y a forcément un problème qui fait que pendant un moment, leur corps il est habitué à manger plus que ce qu'il a besoin. Donc là, tout ça, c'est la diététique qui est importante. Et il y a un autre élément important qui fait un petit peu cet amalgame sur le fait que l'alimentation améliore l'endométriose, c'est que l'endométriose, ça hypersensibilise. C'est comme si, en fait, on fait du violon, on développe son cerveau pour le violon. Quand on a mal tous les mois, on développe son cerveau pour avoir mal. C'est comme si on collait dans le pelvis des petits interrupteurs pour la douleur un peu partout, et qu'en plus, au fur et à mesure qu'on appuie dessus, ils sont de plus en plus bien huilés, et qu'il suffit de s'approcher, et ils s'allument, quoi. Donc ça, c'est l'hypersensibilisation, et que du coup, à ce moment-là, l'intestin, qui a toujours un petit peu son truc de bouger, d'avoir un petit gaz qui passe par-ci, par-là, quand il y a une selle qui passe, c'est jamais très, très confortable pour tout le monde, mais on vit avec et on vit bien. Mais si vous avez des interrupteurs qui sont collés tout autour de l'intestin, et dès que l'intestin change de forme, ça allume l'interrupteur de la douleur, et ça crée ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable. Donc les patientes qui ont l'endométriose, elles sont souvent associées à un syndrome du côlon irritable qui fait qu'elles sont beaucoup plus sensibles que la population générale aux choses qui sont difficiles à digérer. Et là aussi, les diététiciens ils peuvent beaucoup les aider en identifiant ces aliments-là, qui font partie un peu d'un petit groupe, qui sont souvent les mêmes d'une femme à l'autre, mais il y en a vraiment certaines qui vont réagir plus probablement en lien avec leur transit et leurs bactéries à elles. Et du coup, en adaptant leur alimentation, elles peuvent avoir un vrai gain de confort de vie, de qualité de vie. Merci. Une autre question? Alors, j'ai deux questions. La première question, c'est que j'ai pas compris le lien entre les cycles spontanés et l'endométriose. Alors, si vous avez suivi ma petite explication, mais c'est vrai que je donne beaucoup d'infos d'un coup, l'endométriose, c'est des règles qui se font en dehors du ventre. Ok. Et elles se font en même temps que les règles normales, parce qu'elles répondent aux mêmes hormones, c'est-à-dire à la LHRH qui stimule la LH et la FSH qui stimule l'œstrogène et la progestérone comme ça tous les mois pour toutes les femmes, et qui fait que le début du cycle crée l'endomètre, et puis il reste une quinzaine de jours en attendant cette grossesse, puis si elle arrive, ça persiste, et puis si la grossesse n'arrive pas, chute des hormones, règles qui se déclenchent. Okay, donc à chaque fois qu'il y a des règles,
s'il y a de l'endométriose, comme il y a de l'endomètre dans le ventre, l'endomètre il grossit, il attend. S'il y a une grossesse, il reste, il se transforme. On voit d'ailleurs dans les grossesses, les lésions d'endométriose se transforment un peu. Et si jamais il n'y a pas de grossesse, ça chute, ça fait du sang dans le ventre. Et donc ça fait que si vous avez des règles 100 fois dans votre vie, ou peut-être 1000 fois dans votre vie, eh ben, vous avez 1000 fois plus de risque d'avoir de l'endométriose qu'une femme qui n'aurait jamais de règles dans sa vie, pour une raison simple, par exemple, que c'est un homme. Et donc, voilà, les hommes, ils n'ont pas beaucoup d'endométriose. Ça a été un petit peu décrit dans certains cas un peu particuliers, mais voilà, les hommes, ils n'ont pas d'endométriose pour la première raison, peut-être pas qu'ils n'ont pas d'endomètre qui attend que ça, mais simplement parce qu'ils n'ont pas de règles. Et donc, du coup, plus on a des règles, et plus, en tout cas, si on a de l'endométriose, elle risque de se développer. Ok. Et ma deuxième question, je voulais savoir si c'était possible de cumuler endométriose et fibrome. Bien sûr, et c'est une grosse problématique des patientes d'origine africaine, d'ailleurs, que c'est quelque chose qu'on voit très souvent, et c'est d'autant plus difficile que les fibromes, c'est une pathologie compliquée à gérer, qui évolue pour son propre compte, qui impacte la fertilité aussi de façon importante, et puis l'endométriose qui se cumule, et quand il faut trouver un chirurgien ou une équipe médicale qui sait gérer bien les deux en même temps, c'est toujours très difficile, et d'autant plus que l'endométriose peut être aussi très évoluée avec des gros fibromes, et ça c'est des problématiques qu'on voit régulièrement et qui sont difficiles à gérer effectivement pour les patientes et pour les praticiens. Les fibromes, c'est pas des kystes de l'ovaire, c'est des petites boules de fibres qui se développent, qui sont des tumeurs bénignes et qui se développent au sein principalement de l'utérus. On peut aussi en avoir partout dans le corps, parfois un peu dans les seins, mais principalement au niveau de l'utérus. Et c'est 20% de la population caucasienne et c'est 40 à 50% de la population africaine sur tout l'ensemble de sa vie. Alors parfois, c'est un petit fibrome qui fait 5-10 mm qu'on voit à l'échographie et puis qui... c'est forcément un petit peu génétique puisque les origines des gens impactent énormément. C'est probablement génétique, mais il y a aussi un côté effectivement ethnique dedans. Voilà. Et c'est bénin, ça ne se transforme pas en cancer, mais ça fait des grosses boules. Donc au bout d'un moment, il y a certaines boules qui font 10-15 cm. On imagine bien que ça concurrence un petit peu la grossesse, quoi. Toute dernière question. Eh bien alors, c'est parfait. Un très grand merci, Merci à docteur vous. Philippe. C'est vraiment très intéressant.